Précédemment dans Superstream, le mois dernier, nous sommes revenus en long et en large sur la saison 2 de Squid Game pour vous donner toutes nos infos et nos meilleures théories sur la suite de la série à venir, que certains d'entre vous risquent de déserter. Et oui, vous n'êtes pas moins de 70% à avoir déclaré ne pas aimer cette saison 2. Cette fois-ci, un vent de nostalgie va souffler sur notre podcast. Superstream épisode 9, c'est maintenant. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, vous écoutez Superstream, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré au programme de streaming. Vous aurez peut-être parfois l'impression que vous êtes trompé d'époque en écoutant cet épisode. Alors c'est normal, on va parler de deux programmes cultes qui font leur grand retour. Mais avant cela, nos super chroniqueurs sont bien sûr au rendez-vous pour vous livrer leur coup de cœur et coup de gueule du mois. Bienvenue à Juliette Osbrock, Émilie Lopez et Marc Arlin. Bonjour. Salut. Hello. Et on commence tout de suite par des coups de cœur. C'est bientôt les Oscars, bientôt les Césars. On parle beaucoup de séries et de documentaires dans ce podcast, mais on parle plus rarement de cinéma. Et notre monsieur cinéma à nous a décidé de faire un coup de cœur sur un film. On enregistre la veille de la Saint-Valentin, donc là on ne va être que amour, on va proposer que des coups de cœur. Donc c'est moi qui inaugure. 2024, ça a été une super année pour le cinéma français. Avec je crois 45% de part de marché, ce qui arrive très rarement, donc devant le cinéma américain. Donc on a beaucoup parlé du Comte de Monte-Cristo, de L'amour ouf, d'un petit truc en plus. Mais il y a d'autres films plus discrets qui méritent aussi un coup de projecteur. Et moi, je voulais du coup mettre ce coup de projecteur sur un film qui s'appelle Les Fantômes, qui est sorti au cinéma en juillet dernier et qui sera disponible sur Canal+ et sur MyCanal à partir du 25 février. Alors, c'est pas un film très joyeux, je préviens tout de suite, mais bon, vous avez l'habitude maintenant, les auditeurs de Superstream, que parfois on recommande des choses pas très joyeuses, mais très bien. C'est le cas pour ce film. Donc, on suit en fait le membre d'une organisation secrète d'opposants au régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et en fait, cette organisation poursuit des criminels de guerre. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film d'espionnage et de poursuite, mais complètement hors des canons habituels. C'est un très beau film, très documenté. En fait, c'est un film où, en gros, tout est centré autour de est-ce que c'est vraiment le criminel de guerre qu'on suit, enfin que ce personnage suit, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a torturé ou pas? Donc je ne vous dis pas évidemment ce qui va se passer. C'est un film vraiment étonnamment sensuel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose sur le grain de l'image, sur le toucher qui est très très beau. Il y a une super idée aussi, c'est que du coup, les membres de cette organisation secrète ne peuvent pas communiquer entre eux de façon, on va dire, classique. Donc ils le font à partir d'un jeu vidéo de guerre. Donc en fait, c'est le seul endroit où ils peuvent parler de bombes et d'attentats sans éveiller les soupçons. Donc voilà, il y a plein d'idées super. C'est très très fort, c'est très très bien interprété. L'acteur principal, Adam Bessa, est nommé au César pour la catégorie meilleure révélation masculine. Et le film est nommé dans la catégorie meilleur premier film. Voilà, donc j'espère qu'il gagnera. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais il le mérite. Donc Les Fantômes sur MyCanal à partir du 25 février. Donc un gros coup de cœur. Et on va rester, c'est quand même peu commun de parler deux fois de fantômes en quelques minutes. Mais Juliette aussi, tu as eu un coup de cœur pour des fantômes, mais dans un genre bien différent pour le coup. Oui, ça y est, je pense qu'on a bien plombé l'ambiance, donc repartons sur quelque chose d'un peu fun. Les tiens sont plus rigolos, je crois. Exactement. Ouais. Moi, pour être tout à fait honnête avec les auditeurs, j'avais beaucoup de mal à me décider ce mois-ci. Honnêtement, je trouve qu'on est dans un creux de la vague là depuis un mois et demi. Je trouvais rien de très bien. Et en même temps, je trouvais rien qui méritait mon courroux non plus pour que je pousse un énorme coup de gueule. Donc voilà. Mais du coup, ça m'a fait revenir au basique des séries. Et je vais vous parler de la série Ghosts, qui est arrivée sur Netflix il y a quelques semaines. Donc, c'est la version américaine, puisqu'il existe deux versions de Ghosts. Il y a la version anglaise et américaine. Sur Netflix, c'est l'américaine. Donc, c'est l'histoire d'un jeune couple qui hérite d'une grande bâtisse un peu éloignée de New York. Il s'avère que cette bâtisse est tentée de tous les gens qui sont morts sur le domaine depuis plus de 1000 ans. Et par un coup du sort, la nouvelle propriétaire se cogne la tête et du coup voit les fantômes. Pas son conjoint. Et en fait, ça donne lieu à une petite sitcom hyper mignonne, hyper douce, hyper cosy. Il y a un côté très old school, c'est vraiment dans la mise en scène, mais je pense que c'est vraiment intentionnel. Il y a un côté très
gags à l'ancienne, comme les sitcoms des années 90. Alors, pas de panique, il n'y a pas les en fond dès que quelqu'un fait une vanne. Mais voilà, il y a vraiment ce côté à l'ancienne, un peu remis au goût du jour, franchement, qui fait vraiment un peu le charme de la nostalgie, même si c'est un pitch qui est nouveau. Les personnages sont très drôles. Il y a donc Thorfinn, le viking, qui est mort foudroyé là il y a plus de 1000 ans. Il y a Flower, la hippie de Woodstock, qui est morte après avoir pris trop de drogue avec son trouble. Voilà. Il y a Trevor, un peu le loup de Wall Street, mais version Jiffy, qui est resté un peu coincé dans les mœurs du coup des années 90 et qui n'a pas du coup connu MeToo. Voilà. Donc c'est plein. En fait, c'est un petit panel comme ça de personnages qui les accompagnent. Il y a des gags qui sont plus réussis que d'autres, honnêtement. Voilà, c'est vraiment une petite série toute mignonne, hyper feel good. Ouais, pour moi, il y a un petit côté cozy Halloween. Donc là, on l'a mis en ligne, tu vois, en janvier. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me la mette en ligne, genre octobre-novembre, tu vois. Parce que vraiment, il y a ce côté cozy Halloween. On a envie de se mettre un drap sur la tête et avec des trous au niveau des yeux. Écoute, Juliette, tu fais ce que tu veux. Donc voilà. Donc non, moi j'ai trouvé ça super. J'ai pas vu la version anglaise. Elles sont sorties à peu près en même temps, les deux versions. Donc je m'aventurerai pas à faire une comparaison. Mais franchement, c'est super chouette. Si on cherche un petit truc feel good, c'est 20-22 minutes l'épisode à regarder en mangeant. Donc voilà. Et j'en profite aussi pour dire que ça va être adapté avec une version française qui va arriver très bientôt sur Disney+. On vient juste d'avoir la date. Ça arrivera le 9 avril sur Disney+. Donc l'idée, le pitch est le même, mais évidemment ça se passe en France avec un cast français, donc avec notamment Camille Chamou, Fred Testo, Monsieur Poul, Bruno Sanchez, Camille Combal, Natacha Lindinger et j'en passe et des meilleurs. Donc honnêtement, je pense que c'est prometteur. Ouais. En fait, s'ils y vont à fond dans le côté aussi fantôme à la française, puisque l'intérêt aussi de la série, c'est de revisiter l'histoire du pays et des époques à travers des personnages complètement fantasques. Voilà. Donc, s'ils arrivent à faire ça en France, je sais pas, avec des révolutionnaires, que c'est Jeanne d'Arc, quelqu'un qui s'est fait couper la tête, enfin voilà. Honnêtement, ça peut être très chouette. Ok, une petite pépite, voilà, très sympa. Je préviens, s'il y a Jeanne d'Arc, je demande des royalties. Hein. Voilà. Alors, le tournage est terminé, donc à mon avis, s'il y a Jeanne d'Arc, tu arrives tard. Peu t'importe. Bon, alors voilà, on pouvait pas ne pas lier les deux programmes fantômes, même si ça n'avait rien à voir, mais ça aurait été sympa de finir par un truc un peu détente, parce que là, Émilie, clairement, toi, ton coup de cœur, c'est un coup de cœur, mais c'est pas détente. Voilà, c'est un coup de cœur, mais avec un hic, je crois. Oui, quand même. Un coup de cœur avec un petit coup de griffe. Donc voilà, vous avez Juliette, on nous a remonté le moral. Je vais vous le plomber. Hein. Moi, je voulais vous parler du doc La chute de P. Diddy, donc Puff Daddy, pour les plus anciens, et je sais plus quel nom est censé lui donner parce qu'il en a eu à peu près 254. Diddy, voilà, qui est donc un rappeur un rappeur multimillionnaire qui a fait énormément de tubes et surtout qui a fait énormément de mal, notamment en organisant des immenses fêtes où il aurait drogué des femmes, même des hommes, pour des orgies. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on adore. Et donc c'est ça que raconte. En fait, le documentaire revient à la fois sur ses débuts, comment il a eu cette montée en puissance assez rapide, et comment il a construit un espèce de système dans la musique, comment il est devenu complètement très important, et comment en parallèle, avec ce pouvoir et avec tout cet argent, il a utilisé tout ça pour assouvir tous ces fantasmes sexuels dégueulasses. Tout est parti en plus d'une vidéo de son ex qu'on voit battue par lui dans un couloir couloir d'hôtel. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal ce matin. Dans un couloir d'hôtel. Et en fait, il y a beaucoup d'intervenants dans ce doc qui est très très bien fait, qui est donc sur la plateforme, qui est en 5 épisodes. Le petit hic, c'est que donc les 2 premiers épisodes sont sortis le 27 janvier, jour de mon anniversaire. Je me dis, oh, c'est chouette. Happy birthday to me, un petit doc de faits divers, j'adore ça. Je regarde les 2 premiers. Et là, je me dis, elle est où la suite? Le lendemain, on nous remet 2 épisodes. Je dis, bon, très bien. Enfin, voilà, je regarde. Déjà, je comprends pas trop pourquoi en 2 jours, c'est un peu improbable. Et j'arrive à la fin du 4e, qui aurait pu être la conclusion du doc, en vrai. Et une semaine plus tard, je m'en mets sur Max, qui est devenue une de mes plateformes fétiches, si je suis totalement honnête. Et là, je découvre qu'il y a un 5e épisode qui sort de nulle part, qui n'a pas été annoncé.
et juste un en plus. Et en fait, vraiment, je me dis, mais comment complètement foirer la mise en ligne d'un doc qui est vraiment très fort, très important, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et d'intervenantes. En plus, le 5e épisode, c'est son assistant qui dévoile des vidéos, des textos, qui raconte aussi une expérience traumatisante qu'il aurait vécue à cause de lui. Donc, c'est vraiment un des épisodes les plus forts. Comment complètement ruiner ton doc, qui est encore une fois très important, simplement parce que tu sais pas trop quoi en faire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Max. Je ne sais pas si le mec de la programmation était venu à un apéro avec nous. Visiblement, c'est le cas. Mais ouais, réveillez-vous les gars. En fait, en plus, sur un sujet aussi important, faut pas se chier, quoi. Ouais, moi j'étais trop bonne humeur tout à l'heure. En fait, du coup, j'ai un coup de gueule sur le coup de cœur d'Émilie. Sur moi? Oh là là, rebondissement dans Cyberstream. Twist. Tu rebondis sur moi. Donc, ouais, moi, en fait, quand on a su qu'il y avait ce doc sur P. Diddy, franchement, ça m'a fâchée parce que alors, j'aime beaucoup les docs faits divers. J'en ai notamment ceux de Netflix, on en a pas mal parlé ici et tout. Le problème que j'ai avec ce doc, que par ailleurs je n'ai pas vu, donc honnêtement, je peux pas en juger la qualité. Voilà, c'est avec le timing et pas de diffusion, mais de sortie. En fait, l'affaire, elle est même pas jugée. Pour moi, c'est le genre de doc qui sort trop tôt. On parle quand même de dizaines et de dizaines et de dizaines de victimes. On n'a pas encore démêlé le vrai du faux. Peut-être que Jay-Z, il est dans le coup, peut-être qu'il n'est pas dans le coup. En fait, on n'en sait rien. Il n'y a rien qui a été jugé. L'enquête, elle est encore en partie en cours. Et moi, ça me dérange vraiment qu'on se jette un peu sur ce truc qui va forcément faire de l'audience parce que P. Diddy, c'est une énorme star. Et il y a un côté franchement morbide. Alors moi, j'ai pas de souci avec les docs faits divers, mais quand on y apporte du recul, en fait, du recul, de la perspective, c'est ça aussi qui est intéressant. Là, oui, on peut aller chercher des témoins et tout, mais c'est des témoins qui n'ont pas encore témoigné à la barre. On ne sait pas qui va être gardé, pas gardé dans l'affaire. Enfin, voilà. Donc, pour moi, il y a un vrai problème éthique avec ce genre de doc. Et d'ailleurs, Max vient d'annoncer qu'il sortait un doc sur Luigi Mangione, qui est le jeune homme qui a abattu un PDG d'un groupe pharmaceutique d'assurance de santé aux États-Unis. Là, mais c'était genre en fin d'année dernière. Le mec, il est tout juste arrêté. Il y a eu un doc qui a été annoncé. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là, mais il y a eu un doc qui a été annoncé quelques jours ou une semaine à peine après l'affaire. Et en fait, moi, ça me pose un vrai problème parce qu'en en fait, on vend quelque chose au spectateur qu'il n'aura pas vraiment. C'est-à-dire, on promet tous les dessous de l'affaire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout, mais sauf qu'on ne sait pas et qu'à un moment donné, faut aussi laisser la justice et puis le temps faire son travail aussi pour laisser tout le monde se déclarer, laisser le temps aux victimes aussi de prendre la parole. Et voilà, je voulais dire ça parce que c'est un problème qu'il y a beaucoup aux États-Unis, mais c'est aussi un problème qu'on a en France. J'avais été très gênée l'an dernier quand W9, à peine on avait retrouvé le corps de Marwan Béréni, l'acteur de Plus belle la vie. À peine on avait retrouvé le corps, il était, je suis sûre, même pas encore à la morgue, que W9 annonçait déjà une enquête exclusive ou un truc comme ça. À un moment donné, un peu de décence, quoi. Je n'ai pas de souci avec les faits divers. Juste, faut laisser le temps au temps, quoi. Et je vais rebondir sur ce que disait Juliette pour info, pour ceux que ça intéresse. Donc le procès commence le 5 mai. Je suis d'accord avec tous les arguments de Juliette, bien évidemment, et comme toujours. Le procès commence le 5 mai. Il y aura un autre doc qui sera sur Netflix cette fois-ci. De mémoire, je crois qu'il est produit par 50 Cent et qui reviendra. Ouais, ça va être super objectif. Et qui reviendra aussi sur cette affaire, mais en incluant le procès. Ok. Voilà. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que je te rassure. D'accord. Et on va conclure ce tour de table par un coup de cœur également de ma part. Oui. Alors moi je vous emmène au paradis avec la série Paradise qui vient de sortir sur Disney+, qui est en cours de diffusion au moment où on enregistre. On en avait parlé un petit peu le mois dernier et écoutez, voilà, moi j'ai pas été déçue. On avait tous un peu dit qu'on y croyait sur le pitch qui était assez intriguant, alléchant. Donc ça commence avec le président des États-Unis qui est retrouvé assassiné dans sa chambre et l'agent du FBI chargé de sa sécurité met du temps avant de donner l'alerte et se retrouve un petit peu suspect de cette mort et donc on suit l'enquête. Paradise, on nous avait promis dès le premier épisode un énorme rebondissement, plot twist à la fin du premier épisode. Donc moi dans ces cas-là, je suis toujours un peu
partagé, ouais, parce que du coup, ce rebondissement, je l'attends, je le cherche dans l'épisode et je l'avais quasiment trouvé. Ce qui n'est pas forcément une bonne Voilà. chose. Mais voilà, mais l'effet de surprise est quand même là. L'idée, effectivement, est très bonne. Je peux pas dévoiler parce que sinon, Marc, tu étais d'accord Ouais, avec je moi, suis ça d'accord. déflorerait tout. Là, c'est tellement. Enfin, en fait, ça fait tellement. Il faut le voir. C'est ça. Voilà. Enfin, des fois, on spoil ici, parfois, Émilie. Mais, Mais là, ce serait vraiment gâché. voilà, là, ce serait vraiment Voilà. gâché pour le coup. Et effectivement, ça retourne complètement la vision qu'on a de la série à l'histoire. partir de, Ouais. et de l'histoire à partir de ça. Et du coup, voilà, moi je trouve que l'histoire fonctionne bien en mode un peu thriller, un peu science-fiction, voilà. J'adore toujours autant Sterling K. Brown, l'acteur principal, qui était l'un des héros de This Is Us et Paradise. C'est la nouvelle série effectivement de Dan Fogelman, le créateur de This Is Us. Voilà, il y a Julianne Nicholson, vous en aviez parlé les filles. Elle a un rôle qui est assez extraordinaire dans cette série. Voilà, pas mal de rebondissements à chaque épisode et des surprises aussi parce qu'il y a des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas aussi vite. Je pensais que ça viendrait plus en saison 2, saison 3, voilà. Donc assez curieuse de voir la suite. Et donc Disney avait mis en ligne les 3 premiers épisodes et là maintenant c'est au rythme d'un épisode par semaine. Voilà, donc ce qui est assez agréable et je serai au rendez-vous pour la suite. Et Dan Fogelman a déjà annoncé qu'il voulait faire 3 saisons. 3 saisons, je crois. Paradise. Ouais. Donc visiblement, il a en tête un arc et une histoire bien définie. Un peu comme This Is Us, effectivement, à l'époque. Ouais. Et on retrouve un peu... Alors, c'est pas du tout le même sujet. This Is Us, c'est une série familiale. Là, on est plutôt sur un thriller, on va dire. Mais on retrouve quand même sa patte, notamment dans le rebondissement et la narration en flashback aussi, qu'il utilisait déjà à l'époque. Voilà. Alors, le programme dont on va parler dans la prochaine partie de Superstream, je pense, aurait pu avoir sa place dans les coups de cœur du mois. Je pense pour éviter qu'on se batte pour savoir qui allait le prendre, on a décidé d'en faire le parti pris. Bref, on en parle tout de suite. Un retour de Bref, la série courte humoristique de Kian Kojandi, 14 ans plus tard. Je pense que personne n'y croyait. Ça s'est fait un peu dans le plus grand des secrets. Et pourtant, c'est vrai, Bref vient de faire son grand retour. Alors, c'est toujours 2 et avec Kian Kojandi, mais il y a 2 grandes nouveautés. Ce n'est plus sur Canal+ que ça se passe, mais sur Disney+. Et on n'est plus sur des pastilles courtes. Bref, point 2, c'est 6 épisodes de 30 minutes. Stécie Arena était une grande fan de Bref à l'époque. C'est donc avec un mélange d'excitation et d'appréhension qu'elle a regardé Bref 2. Bonjour Stécie. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Alors moi au départ, il faut savoir que je m'étais dit que la saison 2 de Bref, c'était quand même une super connerie et que je regarderais jamais. Voilà. Donc, et puis bon, ils ont commencé à afficher le gros re partout là dans les bouches de métro sur les réseaux et j'ai eu l'impression que j'avais un vieux pote qui m'avait écrit et qui me manquait. Je m'en étais pas rendu compte. Je me suis dit, bon, je suis cuite, ça va prendre sur moi à coup sûr. Donc globalement, hormis l'épisode 1 qui moi m'a très peu convaincue parce que très surproduit à mon goût, les 5 autres épisodes m'ont foudroyé, quoi. J'ai fait que pleurer, que rire, que sourire. Et j'ai remis ma vie en question. Je regardais le plafond. Je pensais au fait que moi aussi, j'allais avoir 40 ans. Donc, globalement, on l'a très bien écrit. Les rêves sont amenés en douceur, je trouve. C'est à la fois très intime et très universel. Je pense que les sujets vont vraiment parler à tout le monde. Et puis, on quitte un peu, beaucoup, l'humour pipi, caca, branlette, quoi, de la saison 1. Et ça fait du bien. On le garde quand même, Émilie, t'inquiète pas. Mais c'est l'ADN de Bref. Mais je trouve que voilà, ils ont vieilli et ça fait du bien. Et puis surtout, la réalisation est folle. Je trouve qu'ils ont réussi à traiter des sujets ultra durs à filmer, que ce soit en série ou au cinéma. Et puis ça marche, quoi. En fait, ce pari tape juste. Donc pour moi, c'est une saison 2 qui est réussie et qui est presque mieux que la saison 1. Et je trouve ça assez rare pour le souligner, qui n'a rien à envier en tout cas à la saison 1. Voilà. Alors effectivement, on a l'impression d'être à la fois dans la même série et dans une série totalement différente, je trouve. Je pense que c'est peut-être la première fois de l'histoire de Superstream où on va être unanime sur une série. Peut-être, spoiler. Juliette, on va commencer par toi, parce que c'est toi qui t'es occupée pour tes loisirs du retour de Bref. Voilà. Alors, ton avis sur la série, est-ce que tu es d'accord avec Stécie ? Bah ouais, salut. Parce qu'en fait, j'ai pas grand-chose à ajouter. Bref, elle a rien à dire. Bref, elle n'a rien à dire. Non, moi, j'ai trouvé ça super. Pareil, j'y allais avec un peu d'appréhension. Moi, c'est les 2 premiers épisodes où j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. Effectivement, premier épisode très surproduit. Le deuxième, en fait, je pense qu'ils ont voulu raccrocher les wagons avec la saison 1 en faisant du bref très saccadé, bref ci, bref ça, et te raconter un peu ce qui s'était passé ces 10 dernières années pour dire, OK, maintenant, le gars a 40 ans et maintenant, on va rentrer dans sa crise de la quarantaine. Et donc ça, ils mettent 1 épisode et demi un peu à le mettre en place. Et moi, du coup, c'est vrai qu'à la rédac, quand on m'a dit ça se passe comment, le visionnage, j'étais là, bah si c'était pour faire ça, je suis pas sûre, voilà. Et en fait, à partir de la fin de l'épisode 2,
Et début d'épisode 3, franchement, c'est l'autoroute du rêve, quoi. Je pense que... mais c'est vrai, en fait, on est toujours dans l'appréhension. En plus, là, 13 ans plus tard, pour pouvoir revenir, il n'y avait plus d'attente autour de Bref. Ils prennent la décision de prendre un gros risque et un peu de bazarder leur héritage, parce que Bref, c'était devenu un truc un peu semi-culte, tu vois, dans nos générations. Et en fait, ils ont pris le truc à bras-le-corps, ils ont pris toutes les conneries, tous les drames qui leur sont arrivés ces 10 dernières années. Ils ont dit, OK, on va en parler, parce qu'en fait, ça arrive aussi aux autres. Et c'est ça qui est super fort, c'est que c'est des thèmes plus matures et c'est surtout que tu t'identifies vachement, quoi. Et moi, ce qui m'a surtout impressionnée, donc pareil, j'ai ri, j'ai pleuré, voilà, je savais plus où j'étais, comment je m'appelais, ni si j'allais bien. Mais en fait, moi, j'ai adoré. Il y a 1 milliard d'idées, de mise en scène, de métaphores. Il y a des petites trouvailles et tout, notamment épisode 3, il y a un truc sur l'académie des tontons, c'est-à-dire comment ton tonton devient le méga beauf que toi tu connais à Noël. Et franchement, avec Alexandre Kominek, l'humoriste qui vient en fait jouer le tonton jeune de Cannes et qui prend des cours du coup pendant plusieurs mois. Et franchement, c'est hilarant. Et à la seconde où ça se finit, il y a une scène que je vous dévoilerai pas, mais où je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et ça, pour moi, c'est tout le génie de ce retour. Mais on est d'accord, on s'attendait pas à devoir sortir une boîte de mouchoirs en regardant Bref, si. C'est clair. Marc ? Bah oui, non, pareil, j'ai été saisi par la fin de l'épisode 2 que j'ai pas du tout vu venir. Alors bon, je pense qu'on va devoir la spoiler un moment, hein, donc si vous l'avez pas encore vu, n'écoutez pas et revenez plus tard. Tu nous fais une Émilie, là. Non, mais le pire, c'est qu'il m'a taclé il y a 2 minutes sur le fait que je spoilais. Et là, il m'a spoilé. Moi, je préviens. Donc effectivement, pareil, comme Stécie, moi, les premières minutes, notamment de l'épisode 1 et tout l'épisode 1, en fait, ça m'a vraiment fait peur. Je dis, oulala, c'est Bref sous stéroïdes, quoi. C'est Bref qui montre ses gros muscles en disant, regarde, je peux faire tout ça pendant une demi-heure. Et non, en fait, pendant une demi-heure, c'est épuisant. Donc non, on ne le fait pas. Et après, effectivement, comme on dit Juliette et Stécie, ce virage assez brutal vers quelque chose de triste et de mélancolique est assez surprenant. Et ensuite, ça tire en fait, pendant tous les épisodes ce mélange entre les deux, quoi. Où un coup on pleure, un coup on rigole. Il y a effectivement des trouvailles géniales. Moi, Super Papa aussi avec Baptiste Le Caplin, ça m'a beaucoup fait rire. Super flippant. Ouais. non, c'est super. Laura Felpin aussi rajoute toujours quelque chose aussi à la série. En plus, son personnage évolue de façon intéressante. Et ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, de temps en temps, je me suis dit, là, c'est un peu trop caricatural, les personnages. On est sur un seul truc. Et en fait, là, il te retourne. Les personnages évoluent vraiment sur les 6 épisodes. Donc, c'est génial. Et sur le personnage principal, ce qui est très intéressant, c'est que... Parce que moi, j'ai revu aussi des premiers épisodes de Bref de la saison 1. Et en fait, la saison 1, c'est vraiment un immense connard, en fait. Ouais. C'est vraiment... Tu te dis, mais le mec... le plus toxique. Ah ouais. Qui se remet jamais en question. C'est ça. Et vraiment, en fait, je me rendais pas compte à ce point-là à l'époque. Peut-être parce que l'époque a changé aussi. Et que du coup, à l'époque, les blagues extrêmement limites qu'il y a dans la saison 1 passaient, tu vois, sans problème. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré ça à l'histoire et au personnage pour dire, écoute, mec, t'as 40 ans. En fait, tes blagues, effectivement, comme tu dis, pipi caca, ou sur les meufs, à noter les meufs en soirée. Ou, il est temps de changer, quoi. Voilà, où moi, j'ai vu 1 ou 2 personnages gays dans la saison 1. Je me suis dit, oula, c'est quand même pas bien écrit. Donc là, peut-être que en fait, c'est intéressant, c'est Kian Kojandi qui se remet lui-même en question, je pense, sur son écriture et sur sa façon de fictionnaliser le personnage, quoi. Et voilà, il a très bien digéré ses influences. On voit les influences américaines notamment et britanniques, qu'on voit Fleabag, The Office, voilà, tout ça, on le sent. Voilà, c'est vraiment bourré d'idées, c'est super bien. Un petit bémol sur certaines séquences esthétiques, on va dire, notamment les scènes de voiture qui sont censées figurer le couple, qui est une super idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Super idée, par contre, esthétiquement, je trouve pas ça très joli. Mais est-ce que c'était pas fait exprès, justement? Parce peut-être. que pour se moquer aussi un peu des scènes de bagnole dans les films où tu sais que t'as le fond vert qui défile, peut-être que ça joue aussi là-dessus, je sais pas. Peut-être ça, et puis aussi, je sais pas quand... Oui, il y a le personnage de Jean-Paul Rouve aussi qui j'aime bien ce personnage, en fait. Ouais. Mais alors, par contre, pareil, il a une espèce d'esthétique un peu à la Jean-Pierre Jeunet, là, quand il a ses feuilles qui se... Ce qu'on disait avec Laurence, la fin, en tout cas, sur l'épisode 5 ou 6, il y a même dans les couleurs, la colorimétrie, ça faisait très Amélie Poulain. On trouvait quelque chose... Mais nous, ça nous a plu pour le coup. Oui, après, c'est quelque chose... En fait, il tente des trucs, c'est ça qui est super. En fait. Il utilise vraiment ces 6 fois 30 minutes pour tester plein de choses, pour... Voilà, c'est très généreux, en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à picorer, et tu as envie de revenir en arrière en disant « Attends, j'ai raté une vanne, là, j'ai raté un truc, il faut que je revoie. » Donc bravo. Moi, je vous trouve très dur avec le premier épisode. Moi, j'y suis allée en me disant, effectivement, tu pourras jamais faire mieux, mec. Ça sert à rien. Puis après, je me suis rappelé que c'était Kian Kojandi, et un peu à la manière de Alain Chabat, on en a déjà parlé ici. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses pour faire les choses, pour gagner de la thune. Il va faire les choses
parce que ça a un sens, parce qu'il a quelque chose à raconter. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien sinon, qu'il a il l'aurait mis... fait avant. Là, Voilà, c'est pour ça qu'il a mis autant de temps, je pense. C'est que voilà, revenir pour revenir, ça l'intéresse pas. Donc j'y suis allée en me disant peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'y vais parce que Kian, je t'aime trop. Et puis ton cast, tu vois les noms, tu fais bah oui, forcément je vais jeter un œil. Oui, c'est un peu un guest à la seconde. Quoi. Ah mais c'est hallucinant, je pense qu'on se rend pas compte. Et puis en plus c'est génial parce que tu les vois passer et tu fais oh putain, ah bah il est là, ah bah il est, oh mais c'est génial. Ah bah il est là, il est plus là. Ouais mais du coup c'est bien parce que t'as pas le truc, enfin voilà, c'est genre c'est la petite cerise, Ouais, c'est ça. tu la insister, manges et après voilà. tiens, t'as vu, j'ai mis machin. C'est ça. Non, il a réussi à caser les Poetic Lovers quand même. Non mais Ouais. Spoiler. Cette Non, scène est mais incroyable. hilarant. Mais surtout que Voilà, moi, ça j'ai tapé sur Google Poetic Lovers 2025 pour voir quelle tête ils avaient, pour être sûr que c'était les vrais J'ai Poetic fait Lovers. exactement pareil. Parce que je pouvais pas croire qu'il avait fait cette vanne jusqu'au bout. Et si, c'est Mais Non, vraiment, et enfin juste pour finir, Kian, bravo, merci de nous offrir ça, ces 6 épisodes, le 1 compris, c'est autant fou, d'émotions. On savait pas qu'on en avait besoin de cette série. Exactement, et merci d'avoir pensé à Laura Felpin, qui juste, je l'aime d'amour. Elle En est fait, je incroyable. savais déjà que je l'aimais, et en fait, à chaque fois qu'elle fait un nouveau truc, je l'aime encore plus. La meuf, elle est bonne tout le temps. C'est un peu agaçant, parce que tu te dis, enfin, je sais pas, dans sa vraie vie, ça doit être une connasse, parce que tout ce qu'elle fait, sinon elle le réussit. Donc voilà, merci Kian d'avoir appelé Laura Felpin. Merci Laura Felpin d'être dans notre vie et de nous offrir ça. Et viens chez Superstream si tu veux, qu'on puisse te L'appel le est dire en lancé. face. Et pour ceux qui auraient un doute sur, Vas-y, sur l'épisode 1, au vu de ce qu'on dit, qui pourrait être peut-être réticent à regarder, au moins pour la tirade de Laura Felpin dans l'épisode 1, Extraordinaire. Moi, ça où m'a- elle s'agace sur Kian pendant peut-être 30-40 secondes. Moi, je vais les regarder 4 fois. Mais moi aussi. vraiment, Moi, ça c'est m'a une fait masterclass. penser à Joséphine Demeaux dans Nos jours heureux. Qui est une des meilleures Oui. scènes du cinéma français, quand elle gueule après le gamin à la piscine. C'était tellement ça. Ou Exactement. Michel Larocque sur le stand-up avec Palmade où elle fait une Oui, tirade si, sur ouais. le ski. Enfin, il y a plein de rêves, mais ce passage est incroyable. Je voudrais juste rendre à César ce qu'il y a à César, parce qu'on dit Kian Kojandi, mais en fait, c'est pas Kian Kojandi. Bref, c'est Kian Kojandi et Bruno Muschio, dit Navo. En fait, et pour avoir interviewé Kian et Bruno, en fait, c'est un peu des âmes sœurs de scène, d'écriture. Ils avaient fait Bref 1 ensemble. Tous les spectacles de Kian, ils les écrivent ensemble. Donc tout ce que Kian fait, qui est un peu le visage de ce duo, en fait, il le fait jamais sans Navo. Et d'ailleurs, la moitié de ce qui se passe dans Bref 2, il y a la moitié, c'est ce qu'a vécu Kian ces 10 dernières années, et l'autre, c'est ce qu'a vécu Bruno. Donc, c'est important aussi parce que c'est une figure de l'ombre, mais honnêtement, c'est un écrivain de génie. C'est pareil, le format 60 qu'ils avaient fait sur Canal+, c'était une idée commune aussi. Honnêtement, c'est vraiment un scénariste et un auteur de génie qu'on connaît pas beaucoup parce que je pense qu'il n'a pas envie de prendre la lumière et que contrairement à Kian, il veut pas faire ni de scène ni d'acting. Mais tout ça, c'est le fruit de deux cerveaux. Et d'ailleurs, Kian Kojandi, quand on lui en parle, il dit jamais je, il dit on, il dit nous, il dit moi et Bruno. Et je trouve qu'en plus, ça... Voilà, on a toujours un peu peur d'être déçu des gens, des acteurs en tant que journaliste. Je trouve quand on les rencontre, on se dit toujours, bon, bah... Le mec a l'air tellement génial à la télé, je suis sûre qu'il a un melon comme pas possible. Et Kian, en fait, moi, c'était une super surprise. Et justement, le fait qu'il ramène tout à lui et Bruno et pas à lui, voilà, j'ai trouvé que c'était une vraie marque de modestie et puis de fidélité envers son ami et son co-auteur de toujours. C'est une belle histoire d'amitié aussi, bref. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais effectivement que c'est vraiment basé sur leur vécu. Ouais. Et en fait, ça se sent. En fait, il y a vraiment un côté autofiction où tu sens vraiment que c'est ça qui fait gagner de la profondeur et de la maturité à la série, en fait. C'est que les mecs, ils ont vécu des trucs en 10 ans, Clairement. en fait, et donc ils reviennent pas comme quand ils avaient 30 ans, où en gros, tu as un épisode sur 3 où ça parle du fait qu'ils se sont bourrés la gueule, ou qu'ils clair. sont... Voilà. En fait, à un moment, il y a 40 ans, et il se passe des choses dans ta vie, y compris des drames, Ouais. et il faut que tu vives avec, en fait. Et je trouve qu'il y a plein de choses. Vous disiez effectivement que c'est à la fois très personnel, très intime et aussi très universel. Et c'est ça qui fonctionne. Moi, jamais je m'attendais à lancer Bref en me disant Kian Kojandi, c'est tout moi, tout ce qui lui arrive, ça me ressemble. Je pense que Kian et moi, on se ressemble pas trop. Et pourtant, non mais... T'as du mal à éteindre la gazinière, Laurence ? Exactement. Mais du coup, on passe la série à se dire, mais en fait, il est en train de parler de moi aussi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort, effectivement.
D'ailleurs, tu parles du lien amical qu'il a avec Navo. Je trouve que c'est une notion qui revient beaucoup en fait dans la saison 2, l'amitié, dans tout ce qu'elle comporte en fait, dans l'amitié profonde, le sacrifice, la trahison, et tout plein de choses je trouve qu'on n'aborde pas toujours très bien. Et là, honnêtement, c'est pour ça que moi, j'étais presque déçue que, sans trop spoiler, mais que l'amour prenne trop de place dans cette saison 2, parce qu'au final, l'amitié est ultra bien traitée en fait. Ouais. Et on a tous un moment, on se dit, ça me rappelle cette personne ou ça me rappelle ça, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que j'ai été surprise, mais j'ai adoré l'arc autour de Bérengère Krief, qui joue Marla et qui était l'un des persos principaux, qui était le plan cul régulier de Kian Kojandi dans la saison 1. Là, elle revient et en fait, ils ont développé ces 10 dernières années une espèce d'amitié où elle est un peu son Jiminy Cricket. Elle est là, elle l'accompagne, c'est son phare dans la nuit. Et j'ai trouvé cette évolution de l'amitié homme-femme hyper intéressante. Et puis, voilà, c'est ça aussi. C'est là qu'on voit qu'on est... Bref, 2, ça a été fait en 2024, pas en 2011. Et peut-être je pense qu'ils n'auraient pas été forcément capables de l'écrire en 2011. Alors forcément, je pense qu'à la fin de Bref 2, on se demande tous s'il y aura un Bref 3. Grâce à Juliette, c'est Kian Kojandi qui vous livre sa réponse. On l'écoute. Bref 1, c'est 10 ans d'idées. Ouais. Ça, je vous l'avais dit, c'est 10 ans d'idées, c'est de 20 à 30 ans, on a noté dans les carnets. Ouais. Bref 2, c'est 10 ans d'idées, c'est-à-dire de vraiment toutes les années 2010. Si jamais on revient, je dis bien, notez bien cette phrase. Si jamais on revient, c'est qu'on aura assez d'idées. Si on ne revient pas, c'est parce qu'on n'a pas assez d'idées. On a rendu notre copie de notre vie des 10 dernières années. On gardera toujours cet élan de liberté et cet enthousiasme à vouloir raconter une histoire. Encore une fois, c'est pas l'occasion qui fait les histoires, c'est les histoires qui créent l'occasion. On mettra toujours l'histoire au centre du truc. Donc voilà mon message, il est très simple, très clair. Si on a une bonne histoire, on racontera cette histoire. Et alors, en attendant une saison 3 potentielle, par contre, ce qui est sûr, c'est que les fans de Bref pourront prolonger l'expérience sur Disney+ avec un documentaire. Tout à fait. Disney l'a pas vraiment annoncé. Ça sort un peu en catimini. Donc moi, c'est Kian Kojandi qui nous en a parlé justement à l'occasion de cette interview. Pendant 1 an et demi, ils ont été suivis, lui et Navo, justement, par un réalisateur, un documentariste qui les a suivis donc à partir de la fin de l'écriture du scénario. L'écriture du scénario était quasiment finie jusqu'à la fin du tournage. Donc c'est 1 an et demi, résumé en 1 heure et demie. Voilà, où c'est vraiment une espèce de making-of un peu long, mais plutôt pour raconter un peu aussi toute cette dimension humaine. C'est retrouvailles entre potes aussi, puisque c'est quand même un tournage de potes. Ouais. Donc voilà, qui raconte tout ça. Kian dit que lui et Navo n'ont pas vraiment souhaité avoir un droit de regard sur le documentaire, que c'est vraiment leur ami qui l'a tourné, dont je suis désolée, j'ai oublié le nom, mais qui a pu avoir une liberté totale et de tournage et de montage. Ça s'appelle Bref, de bons amis. Merci Juliette pour les infos. Merci Stécie d'être venue partager ce gros coup de cœur pour Bref, version 2025. Et c'est maintenant l'heure de passer un appel à un ami. Oui. On commence tout de suite le jeu du mois, l'appel à un ami. On va commencer par les titres alternatifs. Frisson sur la piste noire. Frisson sur la piste Meurtre à Arreux. Ouais, un point pour Juliette qui ouvre le bal. Meurtre à Arreux, qui est une série suédoise policière de Netflix, adaptée des romans de l'autrice Viveka Sten, très grande, qui vend beaucoup de livres, notamment en Suède, de polar, et voilà, qui a visiblement tapé dans l'œil des abonnés. C'est très très bien si on aime effectivement les ambiances sordides, lugubres. J'adore. Les meurtres sur les pistes de ski. Ouais, les meurtres tout court. Et mise en scène macabre. Biberon et baratin. Baby Bump. Super mal. Ouais, Juliette, elle est on fire. Là. Baby quoi? Baby Bump. Ah oui, Bluff. Ah oui. C'est une Bluff. comédie de Avec Netflix, Amy Schumer. effectivement, dans laquelle Amy Schumer prétend être enceinte. Je vous livre un autre titre proposé par ChatGPT. Attrape-moi si tu peux, version poussette. J'imagine Leonardo DiCaprio pourchassé par une poussette. Et Amy Schumer comme ça. Allez, quartier chaud, grand-père froid. Quartier chaud, grand. Mais. Hein? Oui, oui. Grand. Entrée Villas. Entrée Villas. 3 points pour Juliette. Pourquoi Ça- une tréville Je sais pas, c'est un Parce vieux que sur la quartier- petite. Voilà. Parce que le héros de Entrevillas, c'est effectivement un grand-père.
Entrevilla, c'est une série espagnole de Netflix dont la saison 4 finale vient de sortir et qui cartonne toujours autant sur Netflix. Vraiment On étonnant. est en train de faire de la figuration avec Ouais, ça. c'est clair. Non, mais c'est surtout que j'ai jamais regardé cette série. C'est vraiment parce qu'il y a un vieux sur la vignette sur Netflix, quoi. Allez, on se reprend là, Marc Ouais, Émilie. on est là, on est. Allez, on y va. Next, méninge en action. Méninge en action. Sur la mémoire Non. Ouais. Méninge, intelligence. Le cerveau. Ah non, c'est Cassandra. Non, c'est pas ça. Intelligence Non. artificielle. Prime Target. Non. Méninge en Ça action. aurait pu être ménage. Back in aussi. Ah Action. non, High Potential. Yes, Ah, un point joli. féminin. Pas mal. Qui est sur Disney+, donc High Potential, le remake de HPI, qui a été renouvelé pour une saison 2 déjà. Tout à fait. J'ai un point, c'est bon. Je Tu te suis retires. rassurée. Je me retire. Ensuite, Paradis troublé. Lune de miel avec ma Pas mère. Paradise. Lune de miel avec ma mère. Ce n'est pas Lune de miel avec ma mère, bien essayé. Putain, c'est un paradis. Cassandra. J'avais noté vacances avec ma Hein mère. Cassandra. Non, c'est pas Cassandra. Pardon. Paradis troublé. Paradis troublé. Émilie, sans vouloir dévoiler ta vie personnelle, tu devrais connaître la réponse. The White Lotus. The Ah, White mais Lotus, oui. dont l'avant-première a eu lieu à Paris hier soir, la Hier. saison 3. Et le premier épisode est vraiment très très prometteur. Voilà. C'est- Avec donc un casting, comme d'habitude, totalement renouvelé. Ouais, et très efficace. Enfin, le premier épisode présente très bien les persos et visuellement, ils se sont un peu amusés. Donc ça, c'est Avec chouette. cette saison 3 qui a été tournée en Thaïlande, je Ouais, crois. c'est ça. Donc sur Max, à partir du 17 février. SOS Vacances Maman. Lune de miel avec ma mère. Ah, je crois que c'est Marc, hein. Il l'a casé. bon. T'es pas sympa. C'est bon, là, non, je peux T'es m'arrêter pas là. sympa. Et bah du coup, il va devoir la regarder. Ah, Ah, alors donc Lune de miel avec ma mère, justement, comédie qui vient de sortir sur Netflix, comédie française par Nicolas Cuche, le réalisateur de Pourri gâté, avec Michel Larocque et Julien Frison. Et donc effectivement, Michel Larocque joue la maman d'un trentenaire qui s'est fait larguer le jour de son mariage. Et donc elle embarque avec lui pour l'île Maurice pour une lune de miel. C'est le paradis. Cringe. Voilà. C'est le bien lui paradis pourrir les pour vacances. elle. C'est un peu plus l'enfer pour lui. C'est Voilà. Lui, il est là à pleurer son amour perdu, et voilà. Et elle est bien décidée à profiter des cocktails et de la mer et Et elle a bien raison. et de Gilbert. On passe à la catégorie des ressemblances. Oh merde. Ouais. Et on cherche une actrice qui, Ok. selon ChatGPT, ressemble à Kristen Bell, Brittany Snow et Elizabeth Banks. Kristen Bell. Oui, je les note parce que j'ai. Caitlin Dever. Non. C'est une américaine. Oui. Euh, Sur la couleur de cheveux, peut-être. Cameron Diaz. Non. Je sais pas. Une Kristen blonde. Bell, ouais, une blonde. C'est une blonde. Anya Taylor. Non, Non. Non. pas du tout. Dans une comédie également, sortie récemment. Un film. Ouais. Une comédie. Ah, Reese Witherspoon. Ah, je l'ai. Allez, on À en égalité. donne un chacun. Moi, j'aurais donné à Juliette. hein. Ouais, elle est déjà devant. Non, non, c'est Mais- pour l'une de miel avec ma Et mère. alors, tu m'as donné. Juliette, est-ce qu'on regarde Vous êtes cordialement invitée sur Prime Video avec Reese Witherspoon. Ah, merci Laurence de me mettre bien dans la merde. Bah franchement, si vraiment vous vous ennuyez ou vous êtes en lendemain de cuite comme Émilie après son avant-première White Lotus, pourquoi pas. C'est vraiment une comédie archi classique. Moi, j'ai trouvé ça quand même pas mal lourdingue. Il y a des gags avec un crocodile dans une chambre, Will Ferrell qui se bat à main nue avec un alligator. Enfin voilà, vraiment C'est genre... ChatGPT, ça, cette phrase. Exactement, mais c'est vraiment une bonne grosse comédie bien lourdingue comme les Américains savent si bien les faire. Donc d'ailleurs, j'étais un peu surprise parce que j'avais demandé à bosser sur ce film en me disant Will Ferrell, Reese Witherspoon, il y aura des garde-fous, donc on va pas complètement partir dans n'importe quoi. Bah si, le chèque devait être sympa. Donc voilà, donc franchement, si vraiment vous avez besoin de déconnecter tous les neurones, let's go. Et puis alors, sinon, épargnez-vous. Il va être content. On cherche ensuite une série qui ressemble à Virgin River, Heart of Beat. Retour à Magnolia. Cheven's Crossing. Les Magnolias. C'est Émilie. Ah. Mais ça aurait pu aussi aurait pu. être Retour à Cheven's Crossing. Mais non, c'est à l'ombre des Magnolias, dont la saison 4 vient de sortir sur Netflix. Et moi, je ne l'ai pas encore vue, mais on m'a dit que la fin de saison faisait plus penser à une fin de série qu'une fin de saison. Donc voilà, on ne sait pas encore s'il y aura une Pas suite vu. ou pas. Je te rappelle que j'ai même pas dit le titre en entier, donc j'ai même j'ai juste dit Magnolia. Je me suis pris pour Dave. Allez, parti. Claude François plutôt. Oui, Claude François.
Je vous rappelle que j'étais à l'avant-première hier, je suis fatiguée. On cherche à tout un personnage qui ressemble à Chuck Bass de Gossip Girl, Jackson Avery de Grey's Anatomy et Connor Walsh de How to Get Away with Murder. Ah, c'est pas le mec de You? Ce n'est pas le mec de You. C'est pas le mec de You. Un mec toxique. Ouais, visiblement. C'est pour ça. Non, Ah. ce personnage n'est Ah, c'est un personnage. Oui, c'est un personnage. Alors, Ok. vas-y, répète. Alors, il ressemble à Chuck Bass, Ouais, Jackson de Grey's Anatomy ouais. et Connor Walsh de How to Get Away with Murder. Donc, c'est une C'est pas ressemblance de physique. The Pit C'est pas The Pit. C'est quelqu'un dont un personnage dont on aurait pu penser qu'il ne serait pas dans la saison suivante de la série en question. Et finalement, Michael C. Hall? tout aurait été annoncé. Non, oula, non. Je sais pas. Je donne la réponse. Ouais. Celle-là, je sais pas. C'est Alfie, le Ah, mais personnage oui. joué par Lucien Laviscande dans Emily in Emily Paris. Je suis trop contente qu'il revienne. Il m'a trop manqué sur la saison précédente. Mais alors, on pensait un peu avoir fait le tour d'Alfie quand même, mais finalement, il sera de retour. Alors, Je me rappelais pas qu'il s'appelait Alfie. Bah non, parce qu'en fait, c'est le plus funky, donc c'est bien qu'il revienne. C'est le plus funky, mais a priori, c'était quitté, quoi. C'est toujours mieux qu'elle soit avec Alfie qu'avec. Gabriel. Ah ouais. Bah non, il y a l'italien. Ah Ah oui, l'italien, ah oui, on maintenant. aimait bien l'italien. On aimait bien l'italien. Et enfin, alors, j'ai envie de dire bon courage, on cherche un réalisateur qui ressemble, Putain. selon ChatGPT, à Michael Mann, Xavier Beauvois et Olivier Jean-François Marchal. Richet. C'est exactement ce que j'allais dire. Eh bien, Marc fait une belle remontée. Olivier Marchal, Remontada. dont le nouveau film Bastion 36 sera sur Netflix à partir du 28 février. Toujours une histoire de polar, de flic, de vengeance dans la police. Et pour célébrer la sortie du film sur Netflix, Télé Loisirs vous fait gagner des exemplaires du livre dont le film est adapté. Donc pour participer au concours, pour tenter de gagner des livres, on vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Télé Loisirs. Et on passe au résumé What the fuck. Mais t'as pas dit qui avait gagné? Attends, c'est On pas a pas fini. C'est pas fini. Ne t'inquiète Quand pas. t'as dit on passe, je me suis dit Ne ok. t'inquiète pas, Fin du jeu. j'essaye de ne pas te voler de points cette fois. Oui, parce que pour les auditeurs qui nous suivent régulièrement, il y a 2 épisodes, on m'a volé des points. Voilà, donc j'ai porté réclamation Et à la nous- fédération. Voilà, il y a une qui n'a pétition pas sur, abouti. C'est l'épisode où j'ai gagné. il y a une pétition sur Change si vous Pourquoi voulez. tu crois que t'avais gagné Rendez les points à Juliette.org. Alors, donc les résumés What the fuck, mes préférés. Imaginez Siri sous stéroïdes et une Cassandra. maison où l'aspirateur veut votre peau. Cassandra, la Alors, mini-série allemande de Est-ce science-fiction. qu'on peut avoir la fin de l'intitulé Voilà, avant de merci. répondre? Non mais tu vois, il manque les buzzers, on sera à question pour un champion. Voilà. Ok, Samuel Etienne. Donc je recommence. Imaginez Siri sous stéroïdes et une maison où l'aspirateur veut votre peau. Puisque effectivement, Cassandra, c'est une intelligence artificielle qui veut un peu la peau des nouveaux habitants de sa maison sur Netflix. Ouais, c'est arrivé sur. C'est un petit thriller allemand qui est arrivé. C'est 6 épisodes, c'est super efficace. Franchement, ça marche super bien. Du plot twist, de la tension. Voilà, franchement, c'est de l'émotion aussi même. Donc voilà, honnêtement, moi je recommande. C'est un thriller qui se regarde bien. Alors, entre texto brûlant, millionnaire aussi. Dear You. C'est beau, ça. Alors, c'était Juliette et Marc, Ouais. c'est ça? Bah oui, c'est totalement C'est tout pas le monde moi. sauf Émilie. Donc, je reprends. Entre texto brûlant, millionnaire aussi sexy que louche et un barman qui sait trop bien shaker les cœurs. L'héroïne va vite comprendre que Paris n'est pas que la ville de l'amour, mais aussi celle des ennuis. En vrai, ce résumé-là, ça s'applique à Gossip Girl aussi. Hein. C'est vrai. Bah, sauf Paris, mais ouais. Bah New si, York. il y a des épisodes après. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Donc, Dear Je You, peux avoir donc- un point? Non. Par contre, tu peux nous dire ce que tu as pensé de Dear You, On la est série sûr française de Prime Video, dont on avait Non. déjà un peu On est parlé. déjà Putain, c'est fâché. la fête après une vidéo là. Non, non, pour être totalement Ah bon honnête, j'ai pas vu toute la saison. Voilà, donc je préviens, j'ai vu les 3 premiers en avant-première. Les 2 premiers, j'ai trouvé ça assez long, assez poussif. Je trouvais que ça jouait pas très très bien, mis à part Terence Tell. Et à partir du 3e, j'ai commencé à m'amuser un petit peu. Et voilà, et à commencer à trouver un intérêt. Je me suis dit que ce serait une bonne série à puzzle. Mais le week-end dernier, j'ai fêté mon anniversaire, donc je n'ai pas regardé. Donc, je vous en parlerai au prochain épisode si vous voulez. Mais de tous ceux que je connais qui ont vu en entier ont vraiment aimé. Oui, voilà, parce que Voilà. C'est C'est pour ça que je vous précise que moi, je n'en ai vu que 3 et que du coup, prenez pas trop mon avis. Alors moi, mais- j'en ai vu 4 ou 5, et pour le coup, j'étais vraiment agréablement surprise. Et alors, c'est moins New Romance sexy, en tout cas au début de la saison, que ce à quoi je m'attendais. Mais ouais, moi, j'ai été plutôt agréablement surprise. J'ai trouvé que les dialogues fonctionnaient plutôt très bien. Et que le personnage
J'ai oublié son nom. Le millionnaire. Non, l'héroïne, j'ai oublié le nom du moi non personnage. Bon, en tout cas, le personnage de l'héroïne, je trouve, est plutôt Vous a agréable. marqué en tout cas. Alors, par contre, effectivement, de temps en temps, on sent qu'ils ont un peu voulu faire des petites scènes à la Emily in Paris. Bah, en fait, ils présentent ça Mais, comme le Emily in Paris français. Oui, c'est vrai. Mais non, moi, j'ai bonne surprise, ça m'a vraiment donné envie de voir le reste. Alors, on continue. Spoiler, la seule chose qu'elle détoxifie, c'est le compte en C'est banque Apple de cider Cider Vinegar. Ah non, j'avais commencé à le dire. Allez, un point pour tous là. Allez. Non. Bah, t'as Faut trois articuler déjà, plus c'est vite, Émilie, mais non, bon. mais- Bah, j'ai commencé à parler avant vous. Sauf que j'ai pas hurlé à l'inverse de vous. On n'a pas le replay, c'est dommage. Apple Cider Vinegar, On veut la VAR. La barre. Je veux la VAR. inspiré de l'histoire vraie de Belle Gibson, une série Netflix, donc une influenceuse australienne qui avait prétendu avoir guéri d'un cancer au cerveau en modifiant son alimentation. Marc, t'as commencé, je crois. Alors, bon, c'est pas chaque Netflix maintenant. J'ai commencé, j'en suis à l'épisode 3 et pour l'instant, j'ai trouvé ça pas terrible. Je trouve que l'histoire est intéressante et en fait, le traitement, je le trouve assez superficiel. Il y a une narration un peu éclatée, on va dire, avec plusieurs voix off et des allers-retours et tout ça qui est un peu lourde. Voilà. Après, je trouve que l'actrice principale, donc pour le coup, Caitlin Dever, Tout à fait. je Que t'as essayé de caser tout à l'heure. tout à l'heure, je me suis dit peut-être qu'elle va arriver à un moment dans le jeu. Je la trouve plutôt bien, elle. Je trouve qu'elle a un truc. En fait, c'est un personnage pas facile à jouer parce qu'elle est pas très sympathique. Non. Et en même temps, elle lui donne quand même un peu un truc attachant, tout en étant un personnage qui est quand même complexe, quoi. Qu'on a du mal à aimer. Donc voilà, je trouve que là, je vais peut-être continuer la série parce qu'il y a que 6 épisodes, je crois. Ouais, c'est cool. Donc j'ai envie de savoir un peu comment ça se termine, mais c'est vrai que j'étais assez déçu de ce que j'ai vu. Moi, j'ai tout vu. Et pour le coup, effectivement, l'histoire est plus folle que la série. Ouais. C'est un peu brouillon, mais après, là, ça joue bien, pour le coup. C'est vrai. Et l'histoire est assez folle, donc je suis allée jusqu'au bout en une seule fois. Je suis tout enquillée. Ah, parce que pourtant, c'est des épisodes de 65 minutes ressentis long. 120. Donc, Ouais, ma vie est chiante. Qu'est-ce que je te dise J'étais toute seule à la maison dimanche, voilà. Allez, next, avant qu'Émilie nous passe en menu ce qu'elle a mangé hier. L'histoire d'un ambitieux grimpant l'échelle glissante du succès, jonglant entre alliances douteuses et café trop serré, le tout avec un sourire de requin. J'avoue, à la relecture, celui-là, il est dur. Avec c'est un serveur avec Non. un café trop serré. Non, il boit du café probablement. Alors, donc ça, c'est un C'est les programme. loups de Wall Street. C'est un programme qui n'est pas encore sorti, qui est attendu au printemps ouais. sur Netflix. Au printemps. Ouais. Attends, j'ai déjà du mal avec les nouveautés. Si tu me parles de trucs, il The vient. Studio ou The Non. Residence. The Residence, ouais, j'allais Non. dire. Non. You Je vous le donne. Ouais. Allez, je vous le donne. C'est le Guépard, qui est la série attendue On l'aurait sur jamais Netflix. trouvé, je pense. Non, Ah non, ça je te confirme. C'était vraiment dur celui-là. Adapté du roman paru en 1958, qui avait bien sûr été adapté au cinéma avec Alain Delon notamment et Claudia Cardinal, donc qui donne lieu à une série de Netflix. C'est l'heure du résultat. Juliette s'envole de points cette fois. Première avec 7 points. Marc deuxième avec 5 points. Émilie 3 points. Tu progresses. Je suis désolée. Alors, T'as les encouragements du conseil de classe. je suis désolée, mais sur Apple Cider Vinegar, j'aurais dû l'avoir toute seule. Mais bon. Bon, ça te mettait à 4. Oui, bah c'est mieux que 3. Par contre, t'es bonne en maths. Et ça. Et il est temps de passer au deuxième parti pris du mois, consacré encore une fois au retour d'une autre grande série, mais américaine cette fois. Alors, on avait commencé à en parler un petit peu dans l'épisode précédent. C'est Dexter qui fait son grand retour avec un spin-off, le préquel Dexter les origines, diffusé en France sur Canal+. Fallait-il vraiment faire une nouvelle série pour nous montrer comment Dexter est devenu Dexter ? Stéphanie Fuseau, notre expert série et tueur en série, a passé la question au scalpel. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors, je ne vous ai pas amené de donuts parce que j'ai eu la flemme, mais j'y ai pensé. Alors, si la question c'est fallait-il, je ne sais pas s'il fallait, mais en tout cas, le résultat c'est plutôt sympa et c'est plutôt ludique. Donc, si vous avez un doute, voilà, fallait-il, est-ce qu'on regarde pas, ça vaut le coup d'œil. Il y a plein de choses en fait qui font que ça vaut le coup d'œil. D'abord, tous les clins d'œil évidemment à la série originale et ça fait toujours plaisir. Il y en a qui aiment pas le fanservice. Là, le fanservice, je trouve que c'est parfait.
Il y a la musique, les musiques de Dexter, le générique qui est refait. On revoit des flashbacks. D'ailleurs, c'est très bien si vous avez le temps de vous refaire tout Dexter comme j'ai fait à Noël. Si vous avez le temps de regarder les 9 8 saisons. saisons et après Dexter New Blood. Mais sinon, bon, vous vous en rappelez parce qu'on s'en rappelle. Donc ce côté-là est hyper intéressant et ce qui est ludique aussi, c'est de voir justement, comme tu disais, la jeunesse de Dexter et voir comment il peaufine son rituel de tueur en série. Voilà, c'est un ado un peu lourdeau. C'est intéressant aussi parce que Patrick Gibson, qui ne ressemble pas a priori à Michael C. Hall, on l'imagine tout à fait bien en Dexter parce que il n'a pas essayé de le mimiquer, mais il joue vraiment l'ado un peu mal à l'aise, un peu lourdeau, et donc on comprend qu'il soit pas tout à fait pareil, qu'il n'ait pas cette démarche de félin, qu'il soit un peu moins à l'aise, un peu moins inquiétant. Donc ça aussi c'est cool. Les petits bémols, c'est que ça fait un petit peu de Dexter Academy. C'est-à-dire que c'est un peu, vous voyez, un peu comme les bébés Disney, les Disney Junior. Bah là, il y a bébé Dexter, bébé Maria Lagertha, bébé Angel. Donc c'est un petit peu perturbant au début. On a l'impression de voir un truc au collège, alors qu'en fait, c'est des jeunes adultes. Donc passer ça, ça va. Je vais pas me faire une amie à la rédac, mais le rôle de Sarah Michelle Gellar, je cherche toujours le sens de ce rôle qui ne sert absolument à rien. Et pour le coup, là, c'est vraiment la potiche blonde des années 80. C'est dit. À chaque fois qu'on la voit, c'est genre Dexter, tu peux me faire une petite photocopie, s'il te plaît, merci. Elle lui explique même pas. Moi, je pense qu'elle allait lui expliquer un petit peu, voilà, la médecine légale et tout, parce qu'en fait, il est stagiaire, en fait. Donc, bon, non. Le truc qui est un petit peu étrange aussi, c'est que finalement, il se débrouille très bien. Il a un peu un instinct déjà. Alors, je pense que c'est peut-être parce que Harry l'a entraîné, mais il n'a pas besoin vraiment qu'on le guide, en fait, dans son apprentissage de meurtre. Il se guide un peu tout seul. Donc, il a eu le code de son père. C'est pas du tout, on apprend comment il a eu ce code. Le code existe déjà. Il a déjà les références au code. Donc, on le voit peaufiner son rituel, mais il a déjà quand même son rituel. Voilà, donc c'est les débuts. Le truc vraiment, par contre, qui est formidable, c'est la voix off du monologue. C'était de la SMR pour toi, c'était du miel dans les oreilles. Exactement. Parce que la voix off, donc Stéphanie c'est Michael C. Hall qui donc fait le monologue intérieur de Patrick Gibson. Et franchement, mais c'est exactement ça, c'est de la SMR. C'est-à-dire que tu entends les premières paroles et là, t'es plongé dans Dexter, quoi. T'es dans l'univers, t'écoutes. Et franchement, si ça n'y était pas, ce serait pas du tout la même série. C'était très important de faire ça. Ils ont vraiment eu raison de le faire. C'est très, très important pour cette série et c'est un plaisir. Il y a aussi tous les petits clins d'œil. Voilà, je crois que c'est à peu près le tour. On va peut-être commencer par ceux qui avaient vu, comme Stéphanie, la série d'origine. Alors, moi, je suis en plein rewatching. Voilà. J'avais un petit peu tout oublié. Très, ok. très Et Marc, honnêtement. tu avais vu une grosse partie. Ouais, j'ai été un très grand fan de Dexter autour de les 4 premières saisons. Voilà, avec notamment la fameuse 4e saison du Trinity Killer, qui est à mon avis vraiment un sommet de télévision depuis 15-20 ans, je pense vraiment. Ensuite, j'ai progressivement décroché. J'ai un peu raccroché les wagons pour la dernière saison. Là, j'avoue, alors j'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Enfin, je n'ai vu que les 2 premiers épisodes, puisque au moment où on enregistre, voilà, il n'y avait que ces 2 épisodes-là qui étaient accessibles. Donc, évidemment, ça va être partiel, mon avis. Là où je suis d'accord avec toi, Steph, c'est qu'effectivement, Michael C. Hall, ça nous remet tout de suite dedans. Donc, c'est une bonne idée. Et en fait, j'aurais voulu que ça se suffise, en fait, presque. Parce que tout ce qu'il y a autour, ça va pas. Comme tu dis, Matsuka, Batista en mode cosplay. En fait, c'est ça. C'est genre, c'est des jeunes acteurs qui les jouent adultes, mais du coup, ils ont les mêmes fringues. Genre, les mecs, ils ont pas changé de fringues depuis 15 ans. Quoi. Et là, il a la même chemise. C'est incroyable. Enfin, c'est du cosplay. Alors, je suis d'accord, Patrick Gibson, il est bon. Je trouve qu'il est vraiment bon. Il est bien. Par contre, je suis d'accord aussi avec toi. Tu as parlé de Sarah Michelle Gellar, mais Patrick Dempsey. Ah là, par contre, je suis pas d'accord. Ah, parce que Patrick Dempsey, pour moi, là, quand il arrive sur la scène de crime dans le premier épisode, j'ai l'impression que c'était une parodie du Saturday Night Live. Mais je pense que c'est le côté. Je pense que c'est un peu voulu. C'est un flic un peu à l'ancienne, un peu enfin pas naze. C'est pas un mauvais flic, mais tu vois, c'est le flic un peu relou. Qui se la pète, qui est là, on est entre flics et tout. Je pense qu'il a un peu ce côté ringard, mais il y a un vrai rôle pour le coup. Après avoir commencé à évoluer peut-être sur les épisodes, tu vois. Parce que moi, ce que j'aimais dans Dexter, c'était ce mélange effectivement entre le côté très morbide
très, très dark, et l'humour. Il y a un humour noir notamment qui passe par la voix off et les commentaires de Dexter. Donc là, ça y est, mais c'est surjoué en plus, enfin, c'est rajouté avec d'autres couches de trucs C'est plus qui servent à léger. rien, quoi. C'est de l'humour un peu plus léger, mais un peu moins sarcastique. Ouais, mais tu vois, fait. en fait, ça suffit avec la voix off. T'as pas besoin d'avoir encore plus des blagues, des machins de personnages. Donc voilà, c'est un peu trop. Il y a trop de trucs. Et c'est un peu Dexter à l'époque TikTok aussi, hein, parce que t'as des morceaux pop entre les scènes qui servent absolument à rien. T'as des fondus enchaînés et des accélérations. Tu te dis, mais pourquoi ils font ça en fait? Ça sert à rien. Hein. C'est genre vraiment pour pas perdre les gens. Genre, aujourd'hui, on va s'ennuyer si on passe pas 3 secondes. Il se passe pas un truc dans la scène, tu vois. Donc ça, je trouve ça un peu dommage et ça trahit, je trouve, un peu la série originale qui était beaucoup plus lente et beaucoup plus. C'est tu pas vois. du tout la même ambiance. C'est ça. Pour le Et coup. après, c'est voulu probablement parce qu'on est en 2025. Ça fait plus comédie jeune, ça. voilà, un peu sympa. Donc honnêtement, là, sur les 2 premiers épisodes, je suis pas du tout convaincu. convaincu. À voir après, effectivement, si ça Moi, je trouve que c'est fun. Enfin, tu vois, je trouve que c'est fun. Et alors, c'est pas des twists hyper élaborés tous les autres, tu vois, mais il se met dans des situations un peu comme dans la série où tu te dis, ah, mince, comment il va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. C'est assez rigolo. Alors, c'est moins profond, tu vois, tu réfléchis moins. Même le monologue intérieur, il est moins intéressant. Il est plus des bras. Du coup, le fait que ce soit une ado, c'est un petit peu cliché, son histoire. Mais c'est surtout un petit objet fun, sympa, que tu dégustes avec plaisir, quoi. Voilà, Émilie, t'as dégusté avec plaisir ou pas? Alors, je suis désolée, mais en plus, Steph, elle travaille avec moi au quotidien et dans mon équipe, et je pense qu'elle ne voudra plus me parler de toute la journée. J'ai pas encore regardé, pour être tout à fait honnête. Néanmoins, t'es venue le défendre, et en fait, en t'écoutant, j'ai même pas envie de le regarder. Enfin, tu vois, c'est très bizarre. C'est qu'en fait, quand tu me dis... Non, mais c'est pas contre toi du tout. C'est que je comprends quand tu dis c'est fun, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Enfin, Dexter, c'est un serial killer. La série originale, elle est quand même pas fun. Elle est quand même très réfléchie. Donc, du coup, de me faire un spin-off qui est moins réfléchi et qui est fun, c'est pas quelque chose que j'attends de Dexter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je m'attends à un truc... Enfin, si vous devez absolument refaire plein de saisons, plein de séries autour de cette série culte, simplement d'ailleurs pour la thune, hein, on va pas se mentir. Je vous rappelle qu'il y en a une qui arrive. Il y en a une autre ensuite. Qui s'appelle Résurrection, alors que le mec est censé être mort. Et enfin, tu vois. Et finalement, Résurrection, on va le ressusciter. On en parlera tout à l'heure, Émilie. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est quoi là? Ça nous fera 4 séries Dexter. Arrêtez, les gars. Enfin, on a Dexter, la série elle est parfaite. Si vous devez en faire une autre, faites-la, mais faites-la bien. Mais juste tu vois, pour revenir sur ce que tu disais pour la profondeur de ça, je trouve que ça s'explique parce que là, en fait, c'est pas encore un tueur en série vraiment, tu vois. Ouais. Il a c'est quand même un psychopathe, hein. Ouais, il a son Dark Passenger, mais il est quand même beaucoup plus jeune. C'est beaucoup plus fun pour lui d'apprendre, de découvrir les meurtres, etc. Donc il y a un côté plus marrant et où il plonge un peu dans l'inconnu, alors que Dexter, lui, tout de suite, tu le sens, sens qu'il est... Oui, mais dès le premier épisode, t'as le premier meurtre. Exactement, moi, c'est ce qui quand m'a même, surprise. tu vois. Oui, mais déjà, t'as vu comment il se passe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout de suite, on nous met dedans. Enfin, moi, j'aurais voulu qu'à ce moment-là, si on vraiment un préquel. Ça s'appelle Les Origines. Ouais, on veut vraiment savoir comment il est en arrivé là et sentir plus ça. Et là, c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps. C'est genre ça premier avec épisode. Les flashbacks. Oui, mais alors, le flashback, ça alourdit, je trouve, le récit. Ah, c'est vrai? Ouais, moi, je trouve. Moi, je trouve ça pas mal. Parce qu'en fait, je trouve que quand tu regardes Dexter, justement, t'as envie de savoir un petit peu plus comment était Harry. Et en plus, au début de la série, au début de Dexter, Harry, c'est un peu ce papa idéalisé. Oui. Et au fur et à mesure, on apprend que des trucs horribles sur lui. Et à la fin de la série, t'as l'impression que c'était plus sombre des connards. Et en fait, là, tu comprends un peu mieux qui c'était, comment il était, comment il vivait, etc. Non, ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est intéressant, je trouve. On n'est pas obligé d'arriver tout de suite à des trucs où il faut tout de suite choquer le spectateur en disant attention, à la 25e minute, vous allez avoir le premier meurtre. Dexter au lycée avec ouais, mais tu vois, limite, qui commence à s'embrouiller avec des mecs. Enfin, tu commences à sentir un peu la tension qui commence à monter en lui. Pourquoi tout d'un coup, cette espèce, comme tu dis, le Dark Passenger, comment il va grandir en lui, tu vois. Et ça, t'as l'impression qu'ils n'ont pas le temps de ça. C'est genre, en gros, non, les gars, là, c'est une préquelle, il faut qu'on attire des nouvelles générations de spectateurs, donc on va y aller direct. Alors justement, Juliette et moi, on était dans la même team. On n'avait pas vraiment regardé la série à l'époque. Donc on l'a prise comme ça. Et la question, c'était aussi un peu, est-ce que on peut regarder ce préquel sans avoir vu la série? Juliette, ton opinion? Mon opinion, c'est que non. En fait, moi, justement, j'ai jamais vu Dexter. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Dexter.
Oui, Stéphanie, désolée, juge-moi. Tu iras faire un cours de rattrapage avec Stéphanie. En fait, quand j'ai chance. voulu m'y mettre, il y avait déjà un nombre incalculable de saisons, donc ça fait vraiment partie de ce genre de série où tu repousses et tu te dis bon, voilà, faut que je... Voilà. Donc moi, je m'étais dit bon, les origines, c'est super parce que tout le monde me parle de cette série et en fait. Là, je pouvais pas regarder New Blood puisque j'avais pas vu la série principale et donc du coup je me suis dit bon bah les origines c'est super, ça va me permettre de me mettre dans l'univers Dexter sans avoir besoin d'avoir l'antécédent voilà. Et en fait, c'est hyper compliqué à regarder parce que, comme tu le disais en introduction, il y a énormément de références, le Dark Passenger, le code, machin. Et en fait, t'y comprends pas grand-chose quand t'as pas vu la série d'origine. Ce qui est un peu dommage parce que pour moi, c'est justement l'intérêt de faire un spin-off origine pour n'importe quelle série. C'est, comme le disait Marc, de raccrocher un nouveau wagon de spectateurs. Et là, ça ne remplit pas ça. En plus de ça, moi, honnêtement, j'ai vu 3 épisodes. Là, j'ai pas été passionnée par ce qui se passait, probablement parce que j'ai pas vu la série et que du coup, je ne suis pas attachée à Dexter et à savoir ce qui va lui arriver parce que je ne connais pas le rôle de Michael C. Hall. Mais du coup, la série, en tout cas sur les 3 premiers épisodes, parvient pas à me donner envie de m'accrocher à ce qui va arriver à Dexter. Bon, je fais une petite parenthèse esthétique. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux de Patrick Gibson dans l'épisode 1 Moi, j'étais envie, c'est qu'il aille chez le coiffeur. Donc là, c'est le mec sur lequel je suis censée m'intéresser. Je me suis demandé si c'était pas un petit clin d'œil exprès ou parce que dans Dexter, on le voit jeune. À un moment, il a vraiment une perruque pourrie. Ah ouais. Donc c'est vrai. Petit clin d'œil. Il a vraiment une perruque. On a infligé une coupe horrible à l'acteur pendant tout le premier épisode. Ah ouais, c'est catastrophique. Dans des flashbacks, en fait, on le voit jeune. Et là, effectivement, je me demande si c'est pas fait exprès quand même. Ah, c'est possible, ouais. Je pense que tu as raison. Ouais. Je pense à un petit clin d'œil. C'est possible, amusant. mais justement, quand tu connais pas la série, t'es vraiment en mode problème de coiffeuse de HMC sur le plateau, quoi. Et en plus de ça, vous parliez des flashbacks. Bon, au-delà du fait que esthétiquement, ils m'ont brûlé la rétine, mais un étalonnage hyper saturé, ça m'agressait les yeux. Moi, qui ne connais pas Dexter, on me propose un préquel sur lequel on rajoute du flashback de ce qui se passe avant le préquel. Et alors là, vraiment, j'étais en mode, ah ouais, on me met tartine sur tartine sur tartine. Et donc, fallait que je raccroche tous les wagons. On peut pas dire que ce soit un préquel qui soit compliqué. J'ai compris ce qui se passait. Mais en vrai, sur la narration, du coup, ça perd en puissance, je trouve. Et je pense que on manque quand on n'a pas vu, on manque une grosse partie de l'intérêt de la série. Moi, Masuka, voilà, tout ça, tous ces personnages du commissariat, ils m'ont pas intéressé une seule fois. Pour moi, c'était vraiment des mecs archi caricaturaux. J'étais là, bah putain. Voilà, vraiment pas du tout envie de m'intéresser. Effectivement, bon, ça, Michel Gellar, c'est un peu de la figuration, ce qu'elle fait. Le seul personnage qui m'a un peu intéressée, c'est peut-être mon côté girl power, c'est le personnage de Deb, en fait. Donc, probablement que pour toi, il était peut-être pas intéressant et un peu cliché. Mais moi, en fait, je me suis dit, en fait, le personnage de Deb, tu peux tout de suite t'y accrocher. T'as pas besoin d'avoir un tas de références pour comprendre qui est ce personnage, comment elle fonctionne et tout. Alors qu'entre Harry et Dexter, il se joue tout un tas de non-dits, de trucs très tacites que si t'as pas vu la série, c'est un peu compliqué à comprendre. Deb, elle est claire, simple. En plus, elle a de la répartie, de la personnalité. Tu vois, c'est un peu le personnage facile, mais super efficace. Donc, j'avoue qu'à la fin, j'étais plus en mode go Deb que go Dexter, quoi. Mais après, je ne connais pas son parcours. Mais donc voilà, un peu compliqué pour moi. Alors, vous allez finir par croire que c'est notre obsession dans l'équipe de Superstream, les reboots et les suites. Mais on vous le jure, c'est pas notre faute. Ce sont les producteurs, les scénaristes, effectivement, et Hollywood qu'il faut blâmer pour ce gros manque d'imagination et de créativité, hein, on va pas se mentir. C'est pourquoi notre séquence suivante, le On y croit pas de ce mois-ci, est consacrée au projet de reboot. Et Stéphanie, tu restes avec nous. Le premier sur la liste, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est effectivement la suite de Dexter, Dexter Résurrection, parce que non, il n'était pas vraiment mort. Et donc, on va retrouver Michael C. Hall. Et aussi, je crois, ils viennent d'annoncer Peter Dinklage de Game of Thrones casting. Moi, je compte les jours. Hein. Franchement, j'ai le calendrier. Je regarde les photos de tournage. Non, je suis super excitée. Super excitée de retrouver Dexter. Parce que Dexter New Blood, on l'avait retrouvé déjà plus âgé, dans un autre contexte, dans une autre ambiance. C'était plus Miami, c'était le Groenland ou un truc comme ça. Enfin, c'était de la neige. Et c'était l'Alaska, non, je sais pas. Ouais, ou l'Alaska. Je pense que c'était plus l'Alaska. Et franchement, j'avais trouvé ça plutôt bien. Donc je lui fais confiance en fait, parce que il incarne tellement bien Dexter et c'est
Je trouve que le monologue est toujours très bien écrit. Et d'ailleurs, je suis étonnée du coup que ce soit pas plus facile de rentrer dedans et d'avoir les codes, parce que je trouve que le monologue est plutôt clair, même dans le préquel. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de savoir ce qu'il va faire, qui va rencontrer, quel méchant il va avoir en antagoniste. Et je suis contente aussi qu'il soit pas mort, parce que j'étais très mécontente de cette fin. Qui était un peu Vengeance genre... et réparation pour Ouais, Stéphanie. parce que c'était un peu genre... quand même, c'était un personnage de méchant que tout le monde aime. Bon, on va le tuer, c'est mieux. Non. non, pas besoin de morale. Marc, Émilie, du coup, vous qui aviez regardé Dexter, Moi, on y croit, on y croit pas. alors vraiment, je l'ai dit, j'en ai un petit peu marre qu'ils épuisent le filon. Néanmoins, le retour de Michael C. Hall est associé à Peter Dinklage et Uma Thurman. Ça fleure bon quand même. Au moins, on sait que ça jouera bien. Et franchement, c'est déjà ça. Vu ce qu'on s'enquille, c'est déjà ça. J'ai plus de chances que je commence Dexter Résurrection que je continue Dexter les origines, à mon avis. Mais pareil, oui, Michael C. Hall, du coup, retour en plein dans le centre de la série, ça m'intéresse. Après, j'ai très peur encore de... comme disent les Américains, qui jump the shark, donc qui saute le requin, c'est-à-dire, c'est en référence à un fameux épisode de Happy Days où Fonzie était sur un requin. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il fasse n'importe quoi avec le scénario et que ça parte encore en vrille dans tous les sens. Attendez, il est mort. Finalement, il est à nouveau pas mort, il revient. Totalement. Tu vois, ou je sais pas, où il change d'apparence physique, il se fait transformer le visage, tu vois, je sais pas, n'importe quoi. L'explication. Oui, on le voit au début. Après, c'est vrai qu'on l'a pas vu mourir. Bien sûr, mais ça, c'est toujours le truc des séries. C'est genre, tant que tu le vois pas le mourir. À Prison Break, je le répète. Voilà. Donc, j'ai quand même un peu de méfiance, j'avoue, mais. C'est les mêmes à l'écriture. Moi, je leur fais confiance. Alors, on a parlé d'elle tout à l'heure. Elle s'est pris un gros tacle dans la figure. Sarah Michelle Gellar, la copine de Stéphanie, qui va être de retour, a priori, même si c'est pas totalement annoncé, mais quand même, là, ça sent plutôt bon, dans une suite de Buffy. Juliette. Ah, oh là là. Je laisse la souffleuse de verre. Ce souffle, venez d'Émilie. Non, mais vous savez que Friends, c'est ma série préférée de tous les temps. Ah bon? S'ils avaient annoncé une suite, je sais pas si j'aurais été heureuse. Y compris à l'époque où Matthew Perry était encore parmi nous. Parce qu'en fait, à un moment, arrêtez. Arrêtez, ne touchez pas. Arrêtez de vouloir faire des suites, des préquels, des machins. Non, en fait, je ne vois pas l'intérêt. J'aime beaucoup Sarah Michelle Gellar. Elle a, j'imagine, plein d'autres propales. Ne reviens pas, ne refaites pas Buffy. Ça sert à rien. En plus, à l'époque, la série était déjà en avance sur son temps, sur le féminisme, sur le girl power. Je vois pas ce que tu vas pouvoir nous ajouter de plus, en fait. Juliette. Moi, je suis un peu plus partagée. Bon, je suis pas une grande... je ne fais pas partie de cette belle communauté de grands fans de Buffy. Moi, j'étais team Charmed, ok. Ça, c'est dit. Néanmoins, donc j'ai pas tout vu de Buffy, d'ailleurs. Moi, déjà, refaire Buffy, je trouve que c'est bien qu'il y ait Sarah Michelle Gellar. J'aurais trouvé que... La preuve avec Charmed, ils ont refait Charmed, mais sans aucune des actrices principales. C'était censé être un reboot /suite / même univers. Franchement, c'était catastrophique. Donc, heureusement que Sarah Michelle Gellar revient, quitte à refaire un reboot. Une suite, c'est une suite là, de Buffy, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Moi, au contraire, je dirais pas que je trouvais ça indispensable. Par contre, je pense que ça peut être une bonne idée s'ils exploitent bien le filon. C'est-à-dire qu'il y a un héritage Buffy. Buffy, justement, les gens s'en sont emparés ces 20-30 dernières années pour dire que c'était justement une série en avance sur son temps, qui disait beaucoup de choses de l'empowerment des femmes, du féminisme et tout. Donc moi, je suis assez curieuse de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à être à nouveau en avance sur leur temps en 2025, puisque alors les choses ont beaucoup changé, mais... la cause féministe n'est pas terminée. Voilà, donc du coup, je suis assez curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à créer... parce que je suppose que Sarah Michelle Gellar, elle va faire office de mentor. Et donc, du coup, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire ça? Et autre chose, c'est que depuis Charmed, depuis Buffy, depuis la génération trilogie du samedi, moi, je trouve que ça manque au paysage audiovisuel d'avoir justement des bonnes séries de vampires, des bonnes séries de sorcières. Moi, honnêtement, c'est un truc dont j'étais fan et dont je suis toujours fan. Il y en a quelques-unes qui sortent, mais elles font un peu flop, quoi. Il n'y a rien d'aussi marquant. Donc, en fait, s'ils arrivent à faire une bonne série de vampires en 2025, moi, rien que pour ça, ça m'intéresse. Okay. Alors oui, ça porte le sceau Buffy. Avec un peu de créativité, ils arriveront à en faire une nouvelle...
Je comprends ton enthousiasme, Juliette, mais j'ai peur que Buffy soit un tel... C'est fort, enthousiasme. Ouais, quand même. Enfin, en tout cas, Elle ton laisse intérêt. sa chance au produit. Voilà, mais j'ai peur que ce soit un tel objet culturel de son époque et aussi justement en avance que ce sera très dur à refaire. Et n'oubliez pas aussi qu'il n'y aura pas Joss Whedon. Oui. Et que, Qui était le créateur, qui est le créateur de la série et que, pour des raisons légitimes par rapport à ce qu'il a fait, mais en fait, du coup, sans Joss Whedon, Buffy, je pense que c'est beaucoup moins intéressant aussi. Et puis il n'y aura pas le gars aussi, son sidekick, son meilleur pote. David. Ouais. David Boreanaz, Non, l'acteur. son meilleur pote dans la série Le Petit Brun. Ah, Alex. Ouais. Ouais. Qui a eu Des casseroles aux fesses. Oui, c'est vrai Voilà. aussi. Donc, Ouais, à mon avis, Buffy sans Joss Whedon en 2025, j'ai un petit doute quand même. Steph, est-ce que tu es prête à revoir Sarah Michel Gellar? Alors non, j'étais déjà pas prête à l'époque. Non, mais j'admets que Buffy, c'est une bonne série, mais en fait, je suis plus team préquel, c'est-à-dire que je me demande plus, là c'est un avis vraiment purement personnel, c'est-à-dire que pour un personnage, j'ai plus envie de savoir d'où il vient, pourquoi il en est arrivé là, voilà, quelle a été sa vie avant, que de me dire, quand j'ai quitté un personnage, souvent en plus la fin, les fins sont faites pour que tu t'attendes pas à une suite. Donc je me demande pas, et tiens, dans 20 ans, qu'est-ce qu'elle ferait c'est pas toi qui as défendu Dexter Résurrection il y a 3 minutes. Oui, mais je me demande pas ce qu'il va devenir, parce que pour moi, il sera... Pour moi, j'attends la même chose, si tu veux. J'attends Dexter. Ouais. J'attends pas Dexter qui s'est marié, qui a 3 enfants et un chien, tu vois. Et là, c'est moins intéressant. Voilà, sauf si tue tous ses voisins. Mais là, Buffy, en fait, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à raconter sur Buffy? Et si c'est pas sur Buffy et qu'elle fait juste office de mentor, que c'est juste pour dire, hé les gars, il y a Buffy, il y a Sarah Michel Gellar, venez regarder. Et des mais nouveaux, en fait, c'est autre chose. tueurs de vampires, et des nouvelles mythologies. Ouais. Je sais pas s'il y a assez à écrire, si ça vaut le coup, en fait. Vraiment, ça, c'est le truc de l'écriture, en fait. Est-ce qu'il y a des trucs à raconter, quoi? Alors, je pense autant les fans de Buffy attendaient Buffy réclamer un retour sous une forme ou une autre de Buffy, autant je pense pas que c'était le cas des fans de La Petite Maison dans la Prairie. Et pourtant, Netflix a annoncé un retour, un reboot cette fois, de La Petite Maison dans la Prairie. J'en peux plus. Passe mon tour personnellement. Laura Ingalls, Charlie Ingalls, tout ça, ça vous parle? Qui a eu cette idée? Non mais Je ne vraiment, sais pas. je me dis, vraiment, pardon, vous allez croire que je ne parle que de ça, mais je pense que c'est pas possible, c'est lors d'un apéro que les gars ils se sont dit, non mais Gérard, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, cette annonce-là, elle serait sortie un 1er avril, c'était pareil. Ah, mais on l'aurait pas cru. Ouais. C'est... Ouais, moi je pense que ça c'est la décision, elle n'a pas eu lieu à un apéro, mais quand ils ont fait les comptes chez Netflix, c'est qu'ils se sont dit putain ça va nous rapporter une thune parce qu'en fait la petite, j'allais dire La Petite Maison est dans le prix. Ok, Karine Le Marchand. Ouais, désolée, je sors des portraits là. Ça, le crossover. Voilà, La Petite Maison dans la Prairie, en fait c'est quand même un truc qui cartonne, mais qui ne cesse de cartonner. Nous on le voit, qui travaillons tous les jours sur la matière télé. Ça continue de cartonner, la moindre info qu'on sort autour d'une anecdote de tournage et tout, mais ça fait des audiences de dingue. C'est pas pour rien que c'est toujours programmé à la télé tous les jours. Donc à mon avis, c'est plus une décision business que philosophique. Moi, La Petite Maison dans la Prairie, c'est pas tout à fait ma génération, donc voilà. Néanmoins, je pense que peut y avoir des choses intelligentes à raconter s'ils arrivent à prendre le virage de la modernité, parce que c'est quand même, tu vois, de l'archéologie là, à ce stade-là, La Petite Maison dans la Prairie. Donc, du coup, ce qui serait pas mal, c'est qu'il y a quand même sur les séries américaines, on fait beaucoup de séries sur les grandes villes américaines, sur ce qui se passe dans les grandes villes. Aujourd'hui, il commence à y avoir une contre-programmation de ce qui se passe. On refait des séries de cow-boys, de ce qui se passe dans les ranchs, you know. L'excellente Ma vie avec les Walter Boys. Alors oui, je pensais plutôt à l'Aube de l'Amérique ou même... Je préfère les Walter Boys aussi. Non, mais effectivement, dans le côté, on va voir les petites villes, la campagne. Exactement. Et là, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à dire de l'Amérique rurale, très très rurale d'aujourd'hui. Il y a peut-être des choses à nous montrer. Et puis c'est voilà, c'est comme pour moi, ce serait compléter aussi peut-être le portrait des États-Unis. Les États-Unis, justement, c'est pas que les grandes villes, c'est pas que Hollywood, c'est pas que Miami. Donc il y a peut-être des choses à dire. Je pense que tu prêtes beaucoup d'intentions artistiques et politiques. Ouais. Ça s'appelle l'espoir. Parce que là, tu viens de décrire l'Amérique qui vote Trump. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que tu rêves d'une... Mais ce serait très intéressant, une série populaire qui parle de l'Amérique trumpiste. Ce serait très intéressant. Ah mais ce sera pas ce produit-là. Mais je pense pas que ce sera aussi politique. Mais par contre, je pense
que Netflix, quand ils font leurs études de marché et qu'ils ont probablement décidé ça avant l'élection de Trump, même s'ils l'ont annoncé après, c'est qu'ils voient qu'il y a quand même aux États-Unis une énorme montée justement des adhérents de Trump et que ça, c'est l'Amérique rurale, c'est pas l'Amérique des grandes villes. Et donc, ils se disent « Ah, mais c'est vrai qu'on a oublié de faire des séries pour eux quand même. » Et donc, du coup, pour moi, l'idée, c'est pas de faire une série politique sur qu'est-ce que c'est que la vie rurale aujourd'hui. Quand je dis c'est faire un portrait aussi, c'est en fait leur proposer une série de divertissements qui parlent d'eux. Et donc en fait, je pense que c'est ça que Netflix veut faire et que c'est pas, je ne doute pas que ce ne sera pas politique d'un poil. Voilà. C'est surtout comme c'est quand même une histoire adaptée. À la base, c'est une histoire vraie. Moi, je comprends pas trop le truc de refaire. Je vois pas trop ce qui pourrait changer en vrai. Et je trouve que ce qui est un peu dangereux dans ces trucs-là, c'est que je me dis qu'ils veulent que les enfants ou les jeunes regardent La Petite Maison dans la Prairie parce qu'ils se disent qu'ils sont pas capables ou ça va pas les intéresser de regarder la version originale qui est trop vieille. Et je sais pas si c'est un truc qui a changé, mais moi, quand j'étais petite, je regardais des trucs qui étaient beaucoup plus anciens, qui n'étaient pas du tout de mon époque, et j'arrivais à me retrouver dedans, en fait. J'ai pas forcément envie qu'on me parle de politique actuelle ou d'enjeux actuels. J'ai envie qu'on me raconte une histoire qui se tient avec des beaux personnages. Donc là, l'histoire, elle est belle en soi. Alors, il y a des trucs sûrement qui sont un peu à l'image ne passent pas, mais je trouve ça dommage de refaire un truc qui est très identifié et qui a une histoire qu'on ne peut pas vraiment changer. Je ne comprends pas trop l'intérêt. Je ne vois pas ce qu'ils veulent chercher par ça, mais pourquoi pas. Alors, il y a aussi les frères Scott, il y a aussi Prison Break, on en a déjà parlé là, donc on va peut-être pas trop s'y attarder. Il y a Malcolm aussi, qui devrait revenir sous une forme ou d'une autre. Bryan Cranston et Frankie Muniz sont attachés au projet. Tout ça me déprime. Non, mais vraiment, tout ça me déprime. On a énormément de scénaristes de qualité partout dans le monde. Enfin, on l'a vu grâce à Netflix, qui nous a fait découvrir des séries. Moi, j'avais jamais regardé autant. Non, mais c'est ça. On regarde du coréen, on regarde de l'espagnol, on regarde de l'italien et tout ça. Arrêtez avec le reboot. Mais là, Malcolm, c'est un peu un one shot, je crois, non? C'est ça? Ah ouais, mais Donc, non. Puis Bryan Cranston. Je crois que il y a Bryan Cranston qui revient. Pourquoi pas? Malcolm, à la limite, pourquoi pas? Ça va être dur de retrouver l'énergie de la série originale quand même. Mais... Malcolm, ils ont pris 20 ans dans la gueule. De faire une réunion comme ça, un peu instantanée. Pourquoi pas? C'est vraiment des personnages qui ont marqué. C'est ça. Des acteurs aussi qui sont populaires et que les gens aiment bien. Moi, s'il n'y a pas d'ouïe, je regarde pas. Je reviens direct. Et puis c'est un phénomène qui concerne aussi les films, puisqu'il y a Freaky Friday. On va avoir une suite de Freaky Friday. Je pense que jamais on serait attendu à dire. Mais d'ailleurs, on l'avait pas demandé. Voilà. Et est-ce que tu avais demandé une série préquelle et un spin-off de La Revanche d'une blonde sur Prime Video? Non, je l'avais pas demandé non plus. Mais alors là, sur ce projet-là, moi, autant ça m'intéresse pas du tout de voir ça. Les films, je pense suffisent largement. Autant pour le coup, les deux showrunners qui sont associés au projet, là où je me dis tiens, ça peut donner quelque chose de sympa, parce que c'est Stephanie Savage et Josh Schwartz qui étaient à l'origine de Gossip Girl notamment. Donc je me dis pour le coup, c'est le seul truc qui me hype, moi perso, vraiment. Moi j'aime bien ce qu'ils faisaient à l'époque. Et pour le coup, eux, on faisait des idées de la créativité. Oui, et puis il y a une différence, c'est que c'est une série tirée d'un film. C'est-à-dire que le film, il dure 1h40, quelque chose comme ça. Donc en fait, on a juste 1h40 de la vie de cette personne. Donc je pense que tu as vraiment, pour le coup, des choses à raconter avant et après sa vie. Là où sur une série, je prends l'exemple de Dexter, il y a quand même 8 saisons. Donc on la connaît bien la vie. On connaît bien le gars. Par saison. Oui, mais ça n'empêche pas, tu vois. Donc du coup, ça me hype pour le coup. Mais en plus, aux États-Unis, c'est vraiment culte, quoi. Donc ça s'explique qu'ils veulent faire un truc autour de ça. Dexter ou La Revanche d'une blonde. C'est beaucoup plus culte que chez nous. Ouais. Et t'as raison, Laurence. Je pense qu'effectivement, l'univers Gossip Girl, La Revanche d'une blonde, il y a une compatibilité sur le côté pop et un peu ironique, on va dire, qui peut fonctionner en fait. Ouais, mais il faut qu'ils aillent loin. Et puis Reese Witherspoon, alors je ne sais pas trop quel est son statut dans le projet, je pense qu'elle est plutôt en tant que productrice. Pour le coup, elle produit quand même pas mal de choses. Elle choisit de qualité. Alors peut-être, à part vous êtes cordialement invité, mais d'habitude j'ai tendance à trouver qu'elle choisit bien ses projets, notamment les séries qu'elle a fait, Big Little Lies, et il y avait aussi, je crois, Little Fires Everywhere, c'était elle aussi. Je trouve qu'elle choisit bien ses projets, et en tant que productrice, je trouve qu'elle a trouvé son truc aussi, donc ça peut le faire. Et ce qui est chouette, c'est que si elle est productrice, on n'est pas à l'abri d'un petit caméo, et ça c'est toujours cool. Moi j'aime bien les caméos.
Merci Stéphanie d'être venue partager ton point de vue sur ce préquel de Dexter. Merci à vous. On verra le mois prochain si les auditeurs auront été convaincus ou non par tes arguments. Moi, je leur conseille de regarder en tout cas. Et on a noté que tu leur conseillais aussi de se refaire toute la série comme Émilie en ce moment. C'est ce que je fais. Ouais, très bien. Et il est donc temps de conclure. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Superstream. Merci à toute l'équipe, Stéphanie, Émilie, Juliette, Marc, Raphaël et Lucas en coulisses. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci Laurence. Merci. Ciao.